Bonjour à toutes et à tous. Avant de laisser la parole à Karine, une grande dame nous a quittés, enfin plusieurs, deux, mais une directement liée à ce sujet nous a quittés cette semaine, Suzanne Georges, présidente d'Honneur d'Attaque, présidente, directrice à un moment donné du Transnational Institute. Donc Suzanne était âgée, c'est dans l'ordre des choses, mais comme elle s'est engagée dans de multiples causes, notamment en commençant par la question de la faim, de l'agriculture et des famines, un bouquin dans les années 70 qui s'appelait « Comment l'autre moitié de la planète meurt de faim » de mémoire, et que Suzanne est très chère à mes yeux, mais je pense à nos yeux et pour toute notre génération. Donc nous, on a entre 40 et 50 ans et on a grandi avec le mouvement altermondialiste. Et je pense que voilà, c'est important pour moi, c'est important pour nous, de se remémorer, y compris dans la période difficile dans laquelle nous vivons actuellement, et bien qu'il y a des gens qui nous ont guidés, qui nous ont accompagnés, qui ont ouvert des espaces, qui ont permis que des batailles se mènent, qui ont nourri ces mobilisations, qui ont été des visages qui ont incarné nos batailles communes. Et donc, du coup, ce que je vous propose, ce n'est pas une minute de silence, parce que Suzanne aurait détesté ça. C'est juste qu'on applaudisse aussi fort qu'on le puisse pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait et pour nous donner de la force pour poursuivre. Je veux juste, parce que j'aurais dû dire ça avant d'applaudir, je veux juste la citer dans un petit bouquin publié au Seuil, Je chemine avec Suzanne Georges, publié en 2020. Elle disait « Naturellement, je peux ressentir parfois du découragement. Je pense que ça nous anime un peu trop souvent en ce moment. Mais je ne pense pas avoir perdu mon temps. Et je crois que les effets d'une action, et plus encore de l'accumulation des actions, peuvent survenir à tout moment et surtout lorsqu'on s'y attend le moins. Donc voilà, ne lâchons pas. Et à la fin, c'est nous qui gagnerons. Karine, à toi de jouer. Bonjour à toutes et tous. Merci Maxime pour ça. Oui, et puis de toute façon, on va continuer à se mobiliser. C'est aussi le but de ce qu'on va échanger aujourd'hui et à transmettre. Donc voilà, Suzanne nous a transmis beaucoup de choses. On continue humblement aussi à être un certain nombre à partager, à transmettre et à redonner de l'espoir, j'espère. Ça va être le but aujourd'hui. Donc restez avec nous, parce qu'il y a un peu deux parties dans ce que je vais partager maintenant et puis après dans les échanges. Il y aura évidemment aussi Maxime qui va revenir sur l'accord Mercosur plus particulièrement. Mais ces deux parties, c'est quand même que avant de pouvoir résister, faire changer les choses, il faut qu'on pose le constat. Et le constat, il n'est pas très agréable en ce moment. Hein. Le diagnostic, il est assez amer, mais c'est pas grave. On va le regarder factuellement pour se dire comment on en arrive là. C'est quoi ce système aujourd'hui, pour en arriver après à comment on fait changer les choses. Ok ? Vous restez avec nous jusqu'au bout du comment on fait pour changer les choses. Et dans les questions, ce ne sera pas que des questions. Je vous invite aussi. Je suis sûre qu'il y a là dans la salle des gens qui mènent des initiatives, qui ont des idées. Donc n'hésitez pas aussi à être dans le partage de justement tout ce qui peut être inspirant sur les 1001 façons de résister. Ok ? On y va ensemble ? C'est parti. On va arriver sur le Mercosur parce que c'était un peu l'angle proposé pour l'échange aujourd'hui, mais avant, on va le remettre en contexte. Donc déjà, qui vous parle et d'où est-ce que je vous parle ? Voilà, moi je suis Karine, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait le choix de travailler en association et de défendre notamment le droit de toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, et abordable et rémunérant justement les agriculteurs et agricultrices. Je vais y revenir. Et il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc j'ai commencé avec Action contre la faim, il y a plus de 20 ans, pendant plusieurs années. Puis Greenpeace en Afrique. Et là, ça fait plus de 10 ans que je développe une association qui s'appelle Foodwatch et qui est européenne. Donc on est aussi en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, à Bruxelles. Qui connaît Foodwatch ici ? Ok, cool. Ça fait que 10 ans qu'on existe, hein, donc on doit encore faire connaître. Mais effectivement, donc 100% indépendant, c'est juste pour vous raconter d'où on vient. 100% indépendant, aucune subvention publique ni don d'entreprise. C'est vraiment un contre-pouvoir citoyen. Et c'est aussi pour ça que dans l'espoir que je veux vous redonner, il y a des exemples d'actions de Foodwatch, mais on bosse avec plein d'autres associations. Il n'y a pas que ça. Il y a les échelles aussi locales et à échelle citoyenne. Voilà. Mais c'est un des leviers.
Donc, à force d'avoir bossé à Action contre la faim, sur les enquêtes de Foodwatch, sur tout ça, j'ai quand même un peu vu la vision globale. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. En plus du reste, je reverse les droits à l'asso, mais je l'ai fait pour vous. C'est juste pour vous expliquer la démarche. Pourquoi je l'ai fait pour vous? Parce que dedans, justement, il y a plein d'infos qui remettent les points sur les i, de qui est responsable de quoi. Et encore une fois, comme je disais, de comment on en arrive là. Mais ça permet aussi de mener la bataille culturelle, hein, sur, par exemple, la souveraineté alimentaire, les messages actuels du gouvernement qui veut nous faire croire que la définition de la souveraineté alimentaire, ce serait produire toujours plus de façon productiviste dans le modèle actuel, alors que la vraie définition de la souveraineté alimentaire, c'est la définition des Nations Unies de 2018, qui est, et c'est là qu'on rêve déjà, le droit des peuples à décider ce qu'ils mangent de façon saine et durable et comment ils le produisent. Waouh, de la démocratie alimentaire. Le contraire de ce que Annie Genevard nous raconte. Voilà, donc ça vous donne des billes là-dessus. Donc là, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai juste envie de faire un petit résumé pour nous mettre en contexte et ensuite zoomer aussi sur les accords de commerce et le Mercosur. Un petit côté alimentation, après je repasse sur l'agriculture et je passe la balle à Maxime. Aujourd'hui, en fait, en France, enfin, du coup la situation elle est partout, hein, mais si je zoome sur la France, aujourd'hui on a un agriculteur, une agricultrice sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et à l'autre bout de la chaîne, chiffre de l'INSEE, encore une fois, toutes les sources sont là. Chiffre de l'INSEE. Et à l'autre bout de la chaîne, et ça c'est pas très bien évalué, mais on sait que c'est au moins 10-11 millions de personnes en France qui sont confrontées à la précarité alimentaire. C'est insupportable. Et surtout, c'est totalement inacceptable, puisque bien évidemment, ça n'est pas une fatalité. Ça fait des années qu'on dit déjà que ce n'est pas une fatalité nulle part dans le monde, la faim. Mais en plus, aujourd'hui, il y a des courbes qui dépassent le nombre de personnes qui sont confrontées à la faim. Ce sont les courbes des maladies chroniques liées, entre autres, à l'alimentation, et notamment des maladies telles que le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et des cancers. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une épidémie de maladies chroniques. Alors bien sûr que l'alimentation n'est pas la seule cause, mais les scientifiques sont unanimes, l'alimentation en est une des causes principales. Donc aujourd'hui, on est face à un système où beaucoup de gens en fait ne s'en sortent pas, et on est face à un système où effectivement on a une alimentation qui, dans trop de cas, je vais un peu spécifier, a un coût humain terrible, parce que des millions de personnes se retrouvent dans des situations de maladies chroniques liées à cette alimentation. Un coût économique terrible, c'est estimé à des milliards d'euros. Hein. Donc il y a un rapport que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, du Secours catholique, des CIVAM et d'autres organisations, qui s'appelle « L'injuste prix de l'alimentation », qui est accessible gratuitement en ligne, qui résume tout ça, et qui fait une estimation déjà à plusieurs milliards d'euros, en l'occurrence 19 milliards d'euros, de réparation annuelle de coûts de santé et environnementaux. C'est beaucoup plus. Hein. Donc ils le disent eux-mêmes, c'est vraiment un strict minimum pour partir d'une base plus qu'incontestable. C'est beaucoup plus. Et si on prend une autre estimation, la FAO par exemple, qui a fait une estimation mondiale il y a 2 ans, a estimé qu'en France, les coûts cachés du système agroalimentaire coûtaient 160 milliards d'euros par an, dont les 3/4 pour la santé, c'est-à-dire 120 milliards d'euros par an. Après, on vient nous raconter qu'il n'y a pas d'argent public pour les services publics et pour la Sécu. Et que comme il y a un trou dans le budget de la Sécu, ce serait bien que les personnes atteintes de maladies longue durée se serrent un peu la ceinture et soient un peu moins bien remboursées. C'était quand même la teneur des débats factuels du dernier budget qu'on appelle le PLFSS sur la sécurité sociale. C'est intolérable. Hein. C'est pour ça que moi je dis on doit mettre les points sur les i et sur les faits de façon à dénoncer ce qui n'est absolument pas entendable. Parce que comment on en arrive là et qui est responsable? Vous entendez la petite musique de c'est quand même les consommateurs qu'il faudrait faire un peu plus d'éducation. Puis c'est quand même un peu leur faute parce qu'ils veulent des produits pas chers, alors c'est un peu à cause d'eux que les agriculteurs ils sont pas bien rémunérés. Bah ouais. Parce que si les consommateurs ils étaient prêts à mettre plus cher, on n'en serait pas là. Ok, alors ça, c'est diviser pour mieux régner. C'est pas très nouveau comme stratégie, le problème c'est que ça marche. Donc la petite poignée de décideurs là, qui continuent à nous imposer ce système agroalimentaire qui creuse les inégalités et détruit le vivant, ont tout intérêt à diviser pour mieux régner. C'est là aussi que j'ai besoin de vous pour cette bataille culturelle qu'on doit mener. Quand on entend cette petite musique, quand on entend ces discours,
et ben là, on a les éléments pour les casser et remettre de l'ordre dans la logique. Parce qu'en fait, il se passe quoi? Il se passe que dans notre système alimentaire aujourd'hui en France, à peu près 60% des achats sont faits dans les supermarchés. Or, il se trouve que les 5 plus grandes enseignes de supermarchés, de la grande distribution, contrôlent 80% de ce marché alimentaire. Ah ouais, ben là, on y voit plus clair sur la responsabilité, donc ou non, vous ne trouvez pas? Parce que ça veut dire que, et puis c'est pas un choix, déjà, aller dans un supermarché, ça n'est pas forcément un choix quand on voit tout simplement les politiques urbaines et des commerces où parfois on n'a plus le choix, tout simplement, voilà. Sans compter que quand on doit faire 3 boulots pour rejoindre les 2 bouts et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller faire des courses, oui, on va dans l'endroit où on nous a tout centralisé plutôt que aller peut-être auprès de 5 sources d'achat différentes, etc. Donc rien n'est fait pour laisser le choix aux gens déjà géographiquement. Mais en plus, dans les rayons, avec ces 5 enseignes qui contrôlent 80% du marché, ça veut dire quoi? C'est hyper facile, hein, factuellement. Ça veut dire qu'ils décident ce qu'ils mettent dans les rayons ou pas, donc la qualité des produits ou pas, et à quel prix. Donc en fait, c'est eux qui décident qui peut accéder à quoi. Génial, quel pouvoir! Sauf que ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, on a 70% des produits dans les supermarchés qui sont des produits ultra transformés, avec des études scientifiques qui pointent de plus en plus du doigt des risques pour la santé, les derniers étant les articles de The Lancet en novembre, qui disent clairement qu'il y a des risques d'association de plus en plus documentés entre une consommation importante de ces produits ultra transformés et certaines maladies. 70%. Par ailleurs, on n'y comprend rien sur la construction des prix. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on dénonce, avec d'autres associations, le manque de transparence sur les marges. Et quand on gratte, le peu d'informations disponibles et toutes les enquêtes qu'on mène avec d'autres associations, ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a une tendance assez fâcheuse à ce que sur les produits les plus sains et les plus durables, il y ait des marges plus élevées. Donc c'est là. Et vous savez, les distributeurs qui disent on est les alliés des consommateurs, la vie pas chère, tout ça, en fait, quand on creuse, les produits les moins chers, et par exemple, on avait fait une étude sur 5000 promotions dans les supermarchés, 66% de ces 5000 produits, 66%, les 2 tiers, étaient des produits contraires aux recommandations de santé publique. Donc en fait, cette petite poignée d'acteurs qui contrôlent le marché, ils décident, en toute opacité et en toute tranquillité, de rendre les produits les plus sains et les plus durables accessibles que à ceux qui ont les moyens, et de vendre des produits pas chers, mais à quel coût? À quel coût humain? À quel coût de santé publique? Et quel mépris? Donc, pour vous illustrer comment on peut après redresser un peu ce système qui est totalement inacceptable, par exemple, ça fait 2 ans qu'avec Foodwatch et d'autres associations, on demandait de la transparence sur les marges et un encadrement des marges sur les produits les plus sains et les plus durables. Là, on est allé plus loin. Vous en avez certainement entendu parler cette semaine parce qu'on a refait une large coalition et on va continuer à enfoncer ce clou-là. Mais juste pour vous dire concrètement ce qu'on peut faire, face à ce truc qui est totalement intolérable et déséquilibré, en fait, on a dit, attendez, les autorités publiques, là, vous avez des recommandations de santé publique. Tout le monde les connaît. Manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Il y a même un programme qui s'appelle le PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Donc les recommandations de santé publique, elles sont officielles, elles sont connues. Mais l'État ne joue pas son rôle pour s'assurer que la population ait accès à ces recommandations de santé publique. Mais c'est d'une violence. Vous voyez les injonctions contradictoires? Vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, mais ils sont trop chers, hein, je fais comment? On va faire de l'éducation. C'est parce que vous êtes un peu trop bête pour savoir ce qu'il faut manger. Super, merci. En plus, c'est méprisant. Donc en fait, toutes les populations qui sont confrontées à de la précarité alimentaire, quand on les rencontre, le premier truc qu'elles disent, c'est « Merci, vous êtes gentils, on a bien compris, on sait très bien en fait ce qui est bon pour la santé de ma famille. J'aimerais beaucoup pouvoir y accéder, sauf que vous ne nous le permettez pas. » Donc là, on a lancé une campagne, ça n'est qu'un exemple, hein, c'est juste pour vous dire, face à des constats, on peut chercher à agir. On a lancé une campagne pour obtenir 100 produits recommandés pour la santé publique à prix coûtant dans les supermarchés. Et que ce soit imposé par une obligation légale. On finira par y arriver, hein, je vous le dis. Mais c'est aussi une façon de mettre le pied dans le débat et dans la porte et de dire c'est à l'État de faire respecter des droits fondamentaux. Et en fait, la grande distribution, dans les hyper, ils ont à peu près 5000, 6000 références de produits alimentaires. Et ils font ce qu'ils appellent la péréquation des marges. Donc en fait, ils vont aller pleurer sur les plateaux télé pour vous dire « Mais nous, on ne fait pas beaucoup de marge. Hein. Nous, on est du côté des consommateurs. On fait 2-3% de marge globale. » Ok ?
Sauf que global, sur le volume, c'est là qu'ils gagnent leur argent. Et encore une fois, il n'est pas normal de faire une péréquation, c'est-à-dire un équilibre, en disant je vais aller gagner, je vais faire plus de profit sur le rayon fruits et légumes, et je vais compenser par d'autres produits d'appel qui sont en fait beaucoup moins recommandés pour la santé, mais sur lesquels je vais faire des prix beaucoup plus bas. Dernier exemple de non-action de l'État, des autorités publiques qui sont censées défendre la santé publique, les nitrites. Tout le monde a entendu parler ici des additifs à base de nitrites et nitrates. C'est un des exemples, mais on en a plein, où on pourrait en fait réduire l'exposition des gens à des risques de santé liés à l'alimentation. Et ça fait des années que du coup, on a une campagne pour faire interdire ces additifs. Ce qui s'est passé, c'est que le lobby de la charcuterie a bloqué. Je vous raconte aussi les stratégies des lobbies et tout ça, parce que du coup, ça fait des vrais témoignages et des vraies histoires, on comprend mieux. Mais du coup, le lobby de la charcuterie, les Erta, Fleury-Michon et compagnie, ont bloqué les projets de loi pour interdire ces additifs, alors qu'ils savent faire autrement, puisque vous voyez dans les rayons des produits sans nitrite, avec un bon marketing sans nitrite. Super, ça veut dire qu'ils savent faire autrement et qu'ils ont bien compris qu'il y avait un problème. Sauf que, en bloquant la loi, ça permet quoi? De maintenir un marché à 2 vitesses. Si vous avez les moyens, vous pouvez accéder aux produits sans nitrite qui sont vendus la plupart du temps plus cher. Si vous avez un budget limité, ben, vous pouvez bien être exposé à un risque de cancer colorectal plus élevé, non? Donc à un moment, il y a un sujet sur le fait que l'État laisse faire et même soutient, puisque c'est aussi des milliards d'euros qui vont soutenir ce système agro-industriel. Or, toutes ces aides et tout ce laisser-faire sont faits sans aucune précondition de qualité des produits qui sont mis dans les rayons et de prix pour le rendre accessible, et donc respecter le droit fondamental à une alimentation saine et de qualité et qui rémunère correctement les agriculteurs. Et c'est là qu'il faut en fait mettre un coup d'arrêt pour dire les produits alimentaires ne sont pas équivalents entre eux. Je ne veux plus qu'on parle de produits alimentaires, ça n'a aucun sens. Je veux qu'on parle des produits qui sont nécessaires pour la santé publique. Je veux qu'on parle des produits et de l'équation économique qui permet aux agriculteurs de vivre dignement. Parce que rappelons quand même que le besoin urgent et prioritaire des agriculteurs, c'est pas qu'on enlève les normes sociales et environnementales, et j'y arrive pour faire une pirouette pour passer la parole après à Maxime, c'est de vivre dignement de leur production. Donc en fait, c'est possible. Encore faut-il ne plus hésiter à casser le discours qui consiste à remettre la responsabilité et faire culpabiliser les individus, que ce soit les agriculteurs, les consommateurs, ne plus laisser les discours qui consistent à les opposer les uns aux autres, mais au contraire réconcilier dans l'équation, et mettre le doigt sur les responsables de l'industrie agroalimentaire, et je ne parle pas des PME, je parle vraiment des quelques géants qui contrôlent ce marché, les responsables de la grande distribution qui se prétendent les alliés, mais qui en fait à aucun moment n'ont aucune contrainte et ne font vraiment pas ce qu'il faut pour faire respecter le droit fondamental d'accéder à une alimentation saine et durable, et bien évidemment la responsabilité des autorités publiques qui, au lieu de nous mettre des lois du plomb par la fenêtre, ferait bien de prendre enfin quelques décisions pour réduire l'exposition des populations à des risques de santé publique. Et puis, il y a le lien avec l'agriculture. J'ai parlé de la loi du plomb, ça me permet de faire ce lien-là. Parce que dans tout ce système-là, il y a aussi du coup la question de l'agriculture. Et sur la question de l'agriculture, c'est la même chose. Et du coup, je vous le redécris aussi, et Maxime va bien évidemment y revenir. Sur la question de l'agriculture, je suis sûr que la plupart d'entre vous ici savaient déjà, mais là aussi, c'est une petite minorité qui impose un système à la grande majorité. Déjà, il n'y a pas une agriculture, il n'y a pas un type d'agriculteur, agricultrice, il y en a plein. Et en l'occurrence, il y a une petite minorité et le syndicat majoritaire, mais dont le président Arnaud Rousseau, je parle de la FNSEA, Arnaud Rousseau est quand même loin d'être un paysan, c'est quand même un chef d'entreprise agro-industrielle très tourné vers l'export, ce qui là aussi a un point commun avec les accords de commerce dont on va parler tout à l'heure. Et il cherche à imposer un système qui en fait est un système ultra-productiviste, tourné vers les exportations, mais surtout très dépendant des pesticides. Donc deux choses. Un, quand je parlais tout à l'heure de la définition de la souveraineté alimentaire, quand on nous ment et qu'on essaie de vous faire croire que souveraineté alimentaire, ça veut dire « oh, il faut produire plus, et puis chez nous, parce que comme ça, vous comprenez, s'il y a des guerres… » Mais ça veut dire quoi, en fait? Parce que si je produis plus avec un système productiviste qui dépend des pesticides de synthèse toxique, je vais faire quoi? Déjà, je continue à contaminer mes sols, les réserves en eau, et absolument tout ce qui non seulement est vital, mais aussi est notre outil de production de demain. Elle est où la résilience?
et la souveraineté de demain si je détruis mes propres ressources qui devraient me permettre mon agriculture de demain? Et puis, même si ça veut dire autonomie, parce que c'est ça qu'ils veulent dire, autonomie alimentaire à court terme, mais elle est où l'autonomie quand on sait qu'en fait, ces pesticides de synthèse, on en importe la majorité? Et les engrais, c'est pas mieux. Et en plus, si on parle d'engrais, on peut parler de cadmium. Vous voyez, tout est lié. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment une vieille, je pense à Suzanne Georges, là, donc c'est vraiment un vieux truc, ça s'appelle TINA, vous savez, There is no alternative. On essaie de nous faire croire, il n'y a que ça, vous comprenez, pour la survie des agriculteurs, etc. Et le deuxième et dernier point là-dessus, c'est que tout ce discours consiste à nous faire croire qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'en plus, le problème, c'est que pour être compétitif, il faut supprimer les mesures environnementales et de protection de la santé, et les mesures sociales de travailleurs, etc. Donc en fait, pour être compétitif, déjà, il faut accepter des accords comme l'accord UE-Mercosur et les autres, alors que ça fait des années qu'on documente les risques. On est ensemble avec Maxime depuis des années dans le collectif Stop, TAFTA, CETA, Mercosur et les autres. Et en fait, non seulement les décideurs politiques laissent passer ce genre d'accord, ont soutenu le CETA mordicus alors qu'il est extrêmement problématique, et on peut y revenir si vous le souhaitez, ont laissé passer l'accord UE-Mercosur, parce que là, on a Emmanuel Macron qui dit « Ah, la France a voté non ». Oui, il était temps de se réveiller, ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'ils s'organisent et qu'ils manifestent pour organiser une minorité de blocage pour que les décisions avec tous les États membres n'adoptent pas cet accord. Donc les petites gesticulations de dernière minute ne suffisent pas, mais je pense qu'ils le savent très bien. Parce que ça permet quoi? Regardez bien le cercle vicieux. Puisque l'accord UE-Mercosur va passer, on peut encore le bloquer, ce sera la bonne nouvelle d'après, mais imaginons qu'il passe. Du coup, derrière, on augmente les importations de produits alimentaires et agricoles qui sont produits avec des normes qui ne sont pas les mêmes de différents pays, en l'occurrence les pays d'Amérique latine. OGM, beaucoup de pesticides qui sont interdits d'usage chez nous, mais encore autorisés là-bas, qui reviennent du coup dans ces produits, et notamment dans les produits alimentaires, mais aussi par exemple sur le bétail, l'utilisation d'antibiotiques activateurs de croissance qui sont interdits ici. Donc on augmente les quotas avec cet accord. Du coup, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, regardez, nos agriculteurs, agricultrices sont confrontés à encore plus de concurrence déloyale, donc il faut qu'on harmonise, on ne peut pas avoir des règles, nous, plus dures chez nous, et ces normes environnementales et sociales sont un poids sur les agriculteurs, l'urgence est de les démanteler. Donc on doit faire la loi du plomb, et donc on doit faire ce qu'on appelle l'omnibus, qui est une réglementation européenne à la va-vite pour dire simplifions, on doit absolument simplifier par compétitivité. Mais moi, j'ai envie qu'on simplifie surtout ce genre de discours et qu'on dise les droits à protéger la santé et l'environnement ne sont pas facultatifs. Bien sûr qu'on peut parler de compétitivité, mais parlons de compétitivité qui protège en même temps la santé et l'environnement, point, en fait. Parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut les réconcilier ensemble. Or, c'est le cercle vicieux qu'on essaye de nous faire gober. Bien sûr que des alternatives sont possibles, bien sûr qu'il y a d'autres visions, c'est largement démontré, là encore il y a toutes les sources. Encore faut-il qu'on ait des décideurs politiques en place qui veuillent bien aménager cette transition avec un accompagnement de la majorité des agriculteurs et agricultrices qui aujourd'hui sont pris au piège, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être accompagnés dans une transition pour ne plus être dépendant de ces substances toxiques et être dans un modèle vertueux, collectif, durable. Voilà pour l'intro. Promis, on peut faire des choses encore après. J'y reviens, mais je veux laisser la place aussi à Maxime. Merci beaucoup, Karine. Donc, moi, je suis Maxime Combes, je suis économiste de formation, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis engagé dans le mouvement altermondialiste depuis la fin des années 90. J'ai décidé de prêter, louer, vendre mon temps de cerveau disponible aux causes auxquelles je crois. Et à ce titre-là, j'ai été amené dans ce mouvement, dans cette mouvance, à suivre tout particulièrement, effectivement, cette mise en place de la mondialisation, ces années dorées du début des années 2000 et ce qui suit aujourd'hui. Et donc, du coup, de travailler notamment avec Suzanne Georges, qui m'a beaucoup inspiré sur son analyse de l'effet de ces accords de libre-échange sur le pouvoir donné aux entreprises multinationales, et de regarder comment cette mondialisation s'étend et en fait prend pouvoir sur nos vies, mais également sur nos capacités collectives et publiques de mettre en place des politiques alternatives réellement différentes qui sont en fait très limitées du fait de l'existence de ces accords de libre-échange.
Et du coup, pour expliquer cela, le rendre un peu plus concret, parce que souvent la question qui revient, c'est on n'y comprend rien avec les accords de libre-échange, c'est à quoi, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est d'autant plus que dans le débat public, vous avez souvent un discours qui conduit à restreindre un accord de libre-échange à ces fameux quotas d'importation et donc du coup la quantité de marchandises, généralement agricoles, qui va être importée des pays du Sud sur le continent européen, et on en oublie la réciprocité, l'exportation de produits agricoles, mais aussi industriels et de services du Nord vers les pays du Sud, et plus généralement les effets de ces choix-là sur les politiques publiques. Donc je vais vous prendre un exemple pour vous donner, permettre de toucher ce qu'est un accord de libre-échange. Nous en avons aujourd'hui de très nombreux, et certains, y compris donc du coup, parallèle à l'accord avec le Mercosur qui a mis du temps à être conclu, un accord avec la Colombie et le Pérou, enfin 2 accords qui sont en vigueur depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Il se trouve qu'il y a un exemple qui donne à voir ce qu'est un accord de libre-échange, donc ils sont là depuis 2012-2013, et en 2017, il se trouve que les producteurs de pommes de terre du Pérou, de Colombie, d'où est originaire la pomme de terre, avaient du mal à continuer à produire et écouler leur stock du fait de la concurrence permise par cet accord de libre-échange de la pomme de terre frite venant de l'industrie de la pomme de terre frite des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne et aussi de France. Et donc le gouvernement colombien propose de réinstaurer un tout petit droit de douane de 7% sur les importations de frites surgelées venant notamment de l'Union européenne. Eh bien, ceci est contraire à un accord de libre-échange qui prévoit que vous ne puissiez pas réaugmenter vos droits de douane une fois que vous avez fini de mettre en place un accord de libre-échange. Et donc, du coup, les entreprises et les industriels européens demandent à l'Union européenne de faire pression et de mener ce cas-là devant l'Organisation mondiale du commerce. Je vous passe les détails. Et donc, du coup, la Colombie est sommée de ne pas mettre en place ce droit de douane. Vous avez beaucoup entendu parler de droit de douane l'année dernière, mais je vais juste vous rappeler que, grosso modo, quand on met un droit de douane de 5, 10, 15, 20%, c'est juste pour ajuster la compétitivité différentielle qui peut exister entre 2 productions à 2 endroits de la planète différents. Quand vous mettez un droit de douane de 50%, c'est pour vraiment limiter considérablement les importations. Et quand vous mettez des droits de douane de 100, 120%, 150%, c'est pour, puisque ça fait donc du coup doubler le prix, voire plus, c'est des droits de douane prohibitifs qui visent à empêcher les importations. Là, il s'agissait de 5 à 7%. Donc c'était juste pour réajuster le différentiel de compétitivité, donc du coup permettre aux producteurs de pommes de terre de Colombie de subsister. Et donc finalement de pouvoir être compétitifs et de batailler dans cette concurrence-là. La Colombie a été condamnée, ils ont dû retirer leurs droits de douane. Ce que ça signifie, c'est qu'un accord de libre-échange, c'est un dispositif institutionnel, juridique, international contraignant, qui en fait préfère la pomme de terre réfrigérée qui traverse les océans par cargo que de la pomme de terre produite par des petits producteurs là où de l'endroit dont elle est issue. Et ceci sur toutes les productions possibles et inimaginables. Et pourquoi les enjeux agricoles sont aujourd'hui très importants avec ces accords de libre-échange ? Eh bien parce que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce de la fin des années 90, début des années 2000, et de tous les accords qui ont été négociés, on a très fortement avancé dans la libéralisation du secteur de l'industrie, des services, mais que ça a été relativement bloqué sur la question de l'agriculture, parce que des pays à l'époque, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, je ne vais pas refaire cette histoire, c'est un peu long, se sont opposés, mais également les mouvements sociaux, la Via Campesina, la Confédération paysanne au niveau international, et les mouvements paysans se sont opposés à la libéralisation généralisée des marchés agricoles. Et c'est pour ça que sur les marchés agricoles, il y a encore des droits de douane, il y a encore des quotas, il y a encore des dispositifs de régulation publique, de moins en moins, qui limitent les importations et exportations de ces produits-là. Et s'ils deviennent aujourd'hui un enjeu majeur des accords en cours de négociation, eh bien c'est parce que quand l'Union européenne dit pour ma croissance future, pour sécuriser mon approvisionnement en matières premières, pour ouvrir des débouchés à ces entreprises d'exportation industrielle, eh bien je veux négocier des accords de libre-échange avec des pays du Sud. Eh bien, quand on négocie avec des grandes puissances exportatrices en matière agricole, nécessairement,
le secteur agricole devient une monnaie d'échange et l'ouverture des marchés agricoles européens devient une monnaie d'échange pour obtenir en compensation l'ouverture de nouveaux marchés d'exportation pour les grandes multinationales européennes d'exportation dans les services, dans l'industrie et pour partie dans les secteurs agricoles. Et donc, du coup, c'est cela qu'il faut comprendre qui est en train de se jouer, c'est que, en fait, c'est une monnaie d'échange. On est en train de sacrifier, avec l'accord UE-Mercosur, un certain nombre de producteurs de viande bovine, de viande de volaille, de producteurs de miel, de producteurs de sucre, au nom de l'exportation de voitures thermiques, de pesticides, de produits chimiques, d'industries européennes qu'on veut exporter vers les pays du Sud, en considérant que c'est ça qui va faire la prospérité et la bonne santé économique de l'économie européenne et le bonheur des consommateurs européens. Parce que tout cela, oui, est effectué, réalisé en votre nom. Enfin, au nom de votre portefeuille, au nom de votre pouvoir d'achat, au nom du bien-être du consommateur. Parce qu'il a été décidé que pour tirer les prix vers le bas, et c'est ça l'objectif d'un accord de libre-échange, eh bien, on allait mettre en concurrence des secteurs qui ont nécessairement des compétitivités différentes. Et dans le monde agricole, ça s'exprime très simplement. Parce que vous n'êtes pas soumis au même climat, parce que vous n'êtes pas soumis à la même disponibilité de terres arables sur lesquelles vous pouvez produire, parce que vous n'êtes pas soumis aux mêmes réglementations sociales et environnementales, vos différentiels de compétitivité sont extrêmement importants. On considère en général que la production bovine brésilienne est 50-60% plus compétitive que la production bovine européenne. Et donc, du coup, à partir du moment où vous augmentez les quotas d'importation, nécessairement, vous allez faire disparaître l'équivalent en production sur le territoire européen. Mais ce n'est pas le seul effet. Parce que souvent, vous avez entendu dire que l'accord UE-Mercosur, arrêtez, il ne faut pas exagérer, c'est que 99 000 tonnes supplémentaires de bœuf, c'est que 180 000 tonnes supplémentaires de volaille, ce sont finalement des petites portions de la production et de la consommation européenne. C'est pas faux. Bon, si on comptait dans les détails, il faudrait regarder ça plus précisément parce qu'ils ne comptent pas tous les quotas supplémentaires, mais je vous passe ces éléments-là. Mais ce n'est pas le seul effet. L'effet principal même n'est pas là. Il n'est pas sur les quantités. L'effet principal, il va être sur les prix. Quand vous avez des importations qui arrivent à 50-60% moins cher que le coût de production sur le territoire européen, c'est l'ensemble du marché européen dont les prix vont être tirés vers le bas. Et à partir du moment où vous construisez de façon institutionnelle ce moins 10 ans sur les prix, vous construisez du moins 10 ans environnemental derrière. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en concurrence les producteurs, si l'ensemble des prix de la viande sont tirés vers le bas, eh bien sur les producteurs européens, il y a ceux qui vont survivre. Et il y a ceux qui vont disparaître du jour au lendemain parce qu'ils ne pourront pas s'adapter. Mais ceux qui vont survivre, ils vont effectivement, comme l'a dit Karine, se retourner vers les pouvoirs publics et dire « Mais moi, je suis mis en concurrence avec des producteurs qui n'ont pas les mêmes règles environnementales, pas les mêmes règles sociales, donc je veux des exceptions, je veux pouvoir être sur le même ring et pouvoir être en mesure de compétitionner, d'être en compétition avec les mêmes règles environnementales. » Donc un accord de libre-échange, ça institue nécessairement, mécaniquement, du moins 10 ans sur les prix et derrière du moins 10 ans environnemental et du moins 10 ans social. Et c'est cette logique-là qu'il faut stopper. Cette logique-là qu'il faut stopper et qu'eux ne veulent pas stopper. Quand vous discutez avec la Commission européenne, avec les institutions européennes, ils vous disent « Oui, effectivement, on sait les conséquences que ça va avoir sur une partie du monde agricole. Une partie va disparaître. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va gagner collectivement à l'échelle européenne. On va vendre plus de voitures, notamment les voitures thermiques dont on interdit progressivement, si ça va au bout, la commercialisation sur le territoire européen pour des raisons de santé publique, pour des raisons de dépendance aux énergies fossiles. Donc ce qui est légitime à l'échelle du territoire européen finalement ne poserait pas de problème de les exporter à l'autre bout de la planète. Et donc du coup, on a cette logique-là de mise en compétition et de spatialisation et de division internationale du travail qui consiste à dire que oui, une partie de l'agriculture européenne aujourd'hui va disparaître au profit du fait qu'on va fournir ces besoins-là avec des importations venant de l'autre bout de la planète. Et c'est cette logique qui consiste finalement à accroître nos dépendances nécessairement aux marchés mondiaux. Souvent, on a l'idée que finalement l'Union européenne n'est peut-être pas la région de la planète la plus dépendante des marchés internationaux. C'est faux. Quand vous prenez ce que représentent les importations et exportations par rapport au PIB, eh bien c'est 14 et 12% du PIB américain. C'est 18 et 19% du PIB chinois.
mais c'est 23 et 24% du PIB européen. C'est-à-dire que notre dépendance aux marchés mondiaux, et notamment de plus en plus sur le plan agricole, ne cesse de s'accroître. Ces dépendances-là sont des fragilités. Ces dépendances-là sont nécessairement des fragilités dans un monde dominé par Donald Trump, dans un monde où plus personne ne respecte les règles du commerce international que l'Union européenne a défendu ces 20 dernières années, et que donc du coup on devient dépendant de décisions sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Nous sommes devenus dépendants des soubresauts de Donald Trump lorsqu'il se réveille le matin et décide d'augmenter je ne sais quel tarif, et demain de Milei en Argentine, du fils Bolsonaro s'il revient au pouvoir au Brésil. Et ce faisant, donc, du coup, nous livrons à la fois notre alimentation, notre avenir commun, notre agriculture à des décisions sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est cela. Est-ce que nous voulons aggraver cette dépendance-là au nom de la satisfaction de nos besoins collectifs et de notre bien-être supposé? Ou est-ce que nous voulons réduire ces dépendances, ces fragilités et effectivement protéger et sauvegarder les productions dont nous avons besoin? Mais si nous faisons cela, alors il faut que ce soit possible également pour les pays du Sud. Parce que vous avez peut-être entendu dire, mais l'accord UE-Mercosur, ça va être formidable, la filière laitière, la filière vin et spiritueux va gagner. Mais qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est le producteur laitier, moi, de ma montagne d'où je descends, dont a parlé Christian tout à l'heure? Non, pas du tout. C'est Lactalis qui va gagner. Lactalis va continuer à décollecter là où c'est pas rentable au niveau européen, au niveau français, et se servir sur les marchés mondiaux pour satisfaire ses besoins et satisfaire ses obligations de profit, tout en devenant numéro 1 de la production de lait et des marchés laitiers au Brésil. Quand on vous dit c'est la filière vin et spiritueux qui gagne, ce n'est pas mon petit producteur de vin local des Coteaux du Gier, c'est LVMH, c'est Pernod Ricard, c'est les grands négociants de vin et autres. Les accords de libre-échange, ça construit la domination des entreprises multinationales à l'échelle internationale parce que vous leur donnez finalement accès à la possibilité devenir les maîtres de ces marchés internationaux dont dépend une part grandissante des approvisionnements industriels, alimentaires, en services dont nous avons besoin. Nous sommes devenus dépendants sur le plan des services informatiques, des services numériques, et nous le sommes de plus en plus en matière agricole. Donc la question c'est, est-ce que nous voulons plus de cela ou moins de cela? Et l'alternative à cela, c'est de faire vivre les alternatives concrètes dans lesquelles nous sommes déjà, j'en suis sûr, toutes et tous impliqués, donc de la MAP à nos circuits courts et autres, les marchés locaux, les producteurs locaux. Et sachez que ce qu'on a fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans n'est pas vain. Si ce monde-là, de la paysannerie française, n'a pas disparu, c'est aussi parce qu'on l'a fait vivre. Il a disparu dans d'autres pays européens. Donc les défendre, faire en sorte qu'ils puissent exister, et ensuite, donc, du coup, faire une jonction entre, oui, se fournir localement et en même temps batailler contre ces accords de libre-échange, batailler contre l'accord UE-Mercosur, batailler contre l'accord avec l'Inde qui est en train d'arriver, celui avec l'Australie qui va arriver derrière et la dizaine que l'Union européenne est en train de préparer. Et c'est possible de les bloquer parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement de majorité sociale et de majorité politique en France et dans d'autres pays européens pour approfondir cette mondialisation. La question qui nous est posée collectivement ici, c'est est-ce que nous voulons qu'à ce rejet de cette expansion de la mondialisation, ce soit l'extrême droite qui y réponde avec l'idée que ce qu'il faut, c'est une frontière juste à la frontière française et que ça résout la question, ou est-ce que nous voulons des logiques de souveraineté alimentaire qui ne soient pas dépendantes de la frontière mais qui soient dépendantes de la démocratie capable et ajustée au monde agricole défini conjointement par les consommateurs et les producteurs? Est-ce que nous voulons des régulations pour protéger effectivement de cette concurrence internationale les productions dont nous avons intimement et fondamentalement besoin pour assurer notre survie et le fait qu'on vive bien en Europe et en France? Voilà les questions qui nous sont posées aujourd'hui. Voilà ce que nous devons aujourd'hui, les choses sur lesquelles nous devons batailler, et nous pouvons gagner sur l'accord UE-Mercosur. L'accord UE-Mercosur, j'en dis juste un mot, il a été à ce stade ratifié, entériné par le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire là où siègent les 27 États membres de l'Union européenne. Il doit être à présent présenté par le Parlement européen, mais avant qu'il ne soit présenté par le Parlement européen a décidé de le renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ça doit repousser le vote au sein du Parlement européen de 6 mois, 1 an et demi. Ils ont la parade à cela. Ils veulent mettre en place ce qui s'appelle une application provisoire de l'accord. Et cette application provisoire de l'accord, il faut s'y opposer. Nous allons vous proposer dans les jours à venir
une série d'outils pour vous y opposer. Et nous avons besoin de vous, 1, pour nous soutenir, 2, de faire connaître ces outils, 3, de monter très fort au créneau, notamment et y compris toujours envers Emmanuel Macron et le gouvernement de ce pays, pour leur dire « Ok, vous avez voté contre Conseil, maintenant vous devez vous opposer à l'application provisoire et vous devez le faire avec d'autres pays européens. » Cette bataille-là, on peut la gagner. Il n'y en a pas beaucoup dans la période qu'on peut gagner, sincèrement. Enfin, à court terme. Il n'y en a pas énormément qu'on peut gagner dans les 2 à 3 mois qui arrivent. Celle-ci, on peut la gagner, tous ensemble. Et il faut qu'on soit déterminés, qu'on écoute Suzanne, Georges, et qu'on se dise, oui, on peut gagner des batailles à court terme qui peuvent changer la donne. Et des fois, même y compris dans des situations compliquées, gagner des petites batailles, ça permet d'enclencher des plus grandes victoires. Merci à toutes et à tous. Je vous ai promis de l'espoir, donc on peut en gagner d'autres, hein, on va en parler. Mais du coup, avant, vraiment place à vous. Et encore une fois, ça peut être des questions, mais ça peut être un partage inspirant aussi de façon de lutter, de remettre de la démocratie dans notre assiette et notre agriculture, ce qui vous paraît utile dans cette assemblée. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Ouais, merci beaucoup. On en prend 2, 3 du coup, et puis on fait un ping-pong. Qui souhaite prendre la parole? Voilà. Par là-bas. Donc on va prendre là-bas, ouais, monsieur. Quelques questions, 2, 3 questions, et on vous remercie pour cette prise de parole. Et puis comme disait Karine, si vous avez des témoignages, hein, n'hésitez pas, de militance. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais. Super. J'avais une remarque ou plutôt une question sur un levier d'action qui me paraît vraiment essentiel, c'est les paiements pour services environnementaux. C'est-à-dire de passer d'une agriculture qui est plutôt intensive et destructrice à une agriculture qu'on appelle l'agroécologie par la prise en compte des coûts cachés et des externalités. Je m'explique, aujourd'hui, acheter un burger McDo coûte beaucoup plus cher pour l'environnement et pour la santé et du coup pour l'ensemble de la collectivité que d'acheter des légumes bio. Les légumes bio devraient coûter beaucoup moins cher aux consommateurs que le burger McDo. Est-ce que ce n'est pas un levier d'action qui, moi en tout cas, me paraît essentiel pour effectuer cette transition? Merci. Merci. On collecte encore une fois 2, 3, 4 interventions pour être dans l'échange. Une femme, bien sûr, qui se lance juste après. On en a 2 du coup. Comme vous voulez. Alors allez-y par là-bas et puis ensuite j'ai vu qu'il y avait un autre micro là. Allez-y. Une petite question naïve. Comment ça se fait que ces produits alimentaires qui souvent coûtent assez peu cher en produits de base ne soient pas renchéris par le coût du transport de passer d'un continent à l'autre? Merci beaucoup. Le vote de 2 millions de personnes contre la loi du plomb, qu'est-ce qui s'est passé voilà. J'aurais été déçu de ne pas la voir, celle-là. et peut-être une 4e? Ouais, madame, devant. Oui, on évoque donc le Mercosur et la mise en concurrence donc avec ce marché-là. Mais qu'en est-il au niveau de l'Europe, de la concurrence au niveau de l'Europe, au niveau agricole? La concurrence intra-européenne. Hein. Intra-européenne. Oui, tout à fait. Je laisserai évidemment Maxime rebondir. Bien évidemment, ce sujet des normes environnementales et sociales qui ne sont pas les mêmes entre les pays européens et a fortiori par rapport aux produits qui sont importés est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il est malheureusement manipulé pour un objectif qui n'est pas du tout celui qui va dans l'intérêt général de renforcer du coup la baisse, le démantèlement des normes sociales et environnementales. Mais c'est un vrai sujet. Et donc oui, il faut harmoniser. De même, je me permets une petite remarque générale, mais parce que là, aujourd'hui, malheureusement, on a tendance, et c'est normal, à critiquer des décisions qui sont prises à l'échelle européenne. Notamment quand on parle de la Commission européenne, des décisions sur les accords de commerce, des décisions sur l'omnibus, qui est donc ce paquet législatif qui veut démanteler et le devoir de vigilance, ça malheureusement c'est fait, et maintenant des réglementations sur les pesticides et tout. En fait, il y a effectivement des problèmes intra-européens. Il faut
plus d'Europe. Moi, je vous le dis, en tout cas, moi, ce que je défends, ce que défend Foodwatch, ce que défendent beaucoup d'organisations de la société civile, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant sortir de l'Europe. Ce discours, justement, nationaliste de repli sur soi n'a aucun sens. Il faut, au contraire, plus de politiques sociales, fiscales, environnementales harmonisées à l'échelle européenne. Donc, en effet, le fait qu'il y ait des règles ne soient pas les mêmes, ce n'est pas OK. En revanche, ce dont on ne veut pas, c'est la logique de cercle vicieux dont je vous parlais qui nous amène à avaler une harmonisation par le bas. C'est-à-dire que sous prétexte que les normes ne sont pas les mêmes à gauche et à droite, il faudrait tout harmoniser par le bas. Non, merci. On a besoin de protéger aussi notre environnement, les droits des populations et la santé publique. Mais c'est un sujet qu'il faut adresser. Sur la question des prix, j'arrive à la loi du plomb juste après. Sur la question des prix, je laisse Maxime, l'économiste, revenir plus en détail. Mais juste pour dire, alors avec le micro j'ai un peu plus de mal, mais je vais faire ma balance là, comme ça j'aime bien. En fait, la plupart des mesures qui permettent de rééquilibrer le fait qu'aujourd'hui on a ce déséquilibre, il faut un vrai prix de l'alimentation en fait. Donc déjà, tous les prix qui sont des prix de dumping, effectivement, de produits qui sont vraiment pas chers, qui reflètent même pas les coûts de production ou les coûts de transport, ça ne va pas, évidemment. Il faut que l'alimentation, et notamment l'alimentation saine et durable, a un vrai coût, donc doit avoir un vrai prix. Encore faut-il ne pas le surgonfler avec des marges opaques et trop importantes sur ces produits-là, et effectivement ne pas vendre trop peu cher des produits qui ont un coût environnemental et social extrêmement élevé. Donc, incorporer, par exemple, les services environnementaux ou de santé publique ou de ce que vous voulez dans ces produits-là, pourquoi pas, mais il va se poser une question d'accès. C'est-à-dire qu'il faut en parallèle des politiques publiques qui arrêtent d'être antisociales et qui donnent par ailleurs les moyens, y compris par des revenus minimums réévalués, etc., etc. Il faut aussi assurer du coup qu'il y a des prix justes pour les agriculteurs et agricultrices, que ce sont des produits au vrai prix, mais que aussi il y a l'accès de tout le monde à ces produits-là à leur vrai prix. Donc c'est toute une équation. Et juste attention sur les petites mesures correctives de type taxe sucre, taxe soda, etc. On est en faveur parce que ça permet de redonner plus un vrai prix effectivement aux produits de la malbouffe qui sont aujourd'hui trop peu chers. Attention à ce que ce ne soit pas des mesures un peu uniques et vues comme étant aussi punitives. Parce que si on ne laisse pas le choix à une partie de la population qui est confrontée à la précarité de finalement avoir un budget alimentation hyper limité, parce que ça devient la variable d'ajustement, ce qui est une réalité pour les gens, parce que d'abord il faut payer le loyer, l'énergie, etc. Et que du coup, produit pas cher égale que des choix pas bons, et qu'en plus c'est là-dessus qu'on pénalise parce qu'on met des taxes, ça ne résout pas la question de l'accès de tout le monde à une alimentation saine. Voilà, donc attention aussi aux mesures qui ne voient qu'un petit côté de l'équation et qui tombent toujours sur les mêmes en fait aussi. Voilà, c'est ma seule limite là-dessus. Sur la loi du plomb, moi je vous dis, il y a un avant et un après. Et là, c'est vrai, en fait on les voit, c'est vrai que c'est insupportable en fait. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont signé cette pétition contre la loi du plomb. Et là, il y a le sénateur Laurent Duplomb qui arrive et qui dit « Bonjour, alors moi, j'en ai rien à faire, je suis dans le mépris social absolument total, et je vais vous remettre une loi du plomb numéro 2 avec la même chose. » Mais c'est d'un mépris, mais sauf que ça se voit en fait. Et à quel moment il pense que du coup, les gens vont être OK? À quel moment il pense que ça va faire autre chose que de mettre les gens en colère? Et d'ailleurs, la question, c'est comment on catalyse cette colère, d'où l'espoir et de plein d'actions qu'on peut partager et vous proposer pour qu'elle n'aille pas dans le mauvais sens de l'histoire, n'est-ce pas? Mais évidemment que c'est inacceptable. Mais ça se voit. Et là, il y a une pétition, du coup, qui a été lancée de nouveau et véritablement par un citoyen lambda. C'était le cas aussi de la... C'est pas des associations qui sont derrière, sauf que nous, associations, maintenant, on est en train de dire, bah ouais, allons-y, re-signons. Parce qu'on veut leur montrer que c'était pas juste comme ça une lubie au moment de la loi du plomb numéro 1. Donc en fait, comme je dis là ces jours-ci en ce moment, pour qui se prennent-ils? Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Laurent Duplomb qui revient par la fenêtre alors qu'il y a les scientifiques qui disent clairement qu'il ne faut pas faire ça, qu'il y a plus de 2 millions de citoyens. Et je rappelle que la majorité des agriculteurs et agricultrices, ils veulent sortir de ce système dans lequel on les a emprisonnés. Ils veulent en sortir, ils voudraient être accompagnés pour en sortir. Donc oui, c'est une aberration, c'est totalement scandaleux et c'est révoltant de voir, c'est vraiment presque une gifle
de dire je me fous de ce que pensent les gens. Emmanuel Macron l'avait déjà fait avec les cahiers de doléances, avec les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat qu'il avait promis de prendre en compte, qu'il n'a pas fait, mais ça se voit. Et donc, nous, citoyens, citoyennes, justement, et dans nos associations locales, que ce soit, comme le disait Maxime, les AMAP, les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, les épiceries sociales et solidaires, il y en a plein, renseignez-vous, c'est vibrionnant, il se passe plein de choses à l'échelle locale et à l'échelle citoyenne, et allons-y. Que ce soit à l'échelle nationale, européenne, où on va tenir tête contre des accords pour obtenir des interdictions de substances dangereuses, contre la loi du plomb, on ne va pas lâcher. Et ça se voit qu'ils sont aux abois. Parce qu'ils croient quoi ? Ils croient qu'ils vont arriver comme ça, qu'ils vont dire je m'en fous et je remets la loi et que ça va passer. Moi, je crois qu'ils voient que, en fait, ils sont au bout d'un système qui est à bout de souffle, qui est en train de tout épuiser, mais nous, il ne nous épuisera jamais. Nous, c'est nous citoyens, citoyennes. Ça se voit que c'est n'importe quoi et que ça va beaucoup trop loin. Ils essayent, c'est vraiment la stratégie, je vous raconte ça dans le bouquin aussi, de pas vu, pas pris. Je tente, en fait, mais c'est comme Nestlé et Lactalis avec les scandales alimentaires. Foudois, tu en as porté plainte là, de nouveau, dans le scandale des laits infantiles. Bonne nouvelle, on a ce week-end, ça y est, et ils ont communiqué, le procureur a lancé une enquête judiciaire. Et en fait, dès le lendemain de notre plainte, ça aussi, ça vous montre, et je veux vous redonner cet espoir, le pouvoir d'agir citoyen. Signer des pétitions, ça ne sert pas à rien, parce que je peux vous promettre qu'il y a un avant et un après. Et moi, j'entends, on me le dit en fait dans les ministères, on me dit, bah là, votre pétition, 300 000 signatures, etc., je peux vous dire qu'on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vu. Alors, est-ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait ? Non, parce que franchement, ceux qui sont au pouvoir en ce moment, c'est inacceptable. Ils refusent de mettre des règles aux entreprises et de défendre l'intérêt général. Donc non, on ne l'a pas encore obtenu. Mais je vous promets qu'on l'obtiendra. Et en tout cas, on ne va certainement pas faire le cadeau de les regarder et dire « Ouais, vous avez raison, ça passe et on vous laisse faire ». On ne va pas les laisser faire sans rien dire. On ne va pas accepter l'inacceptable. C'est pénible que ça soit fastidieux là et qu'il faille vraiment que ça prenne du temps. Mais je vous promets qu'à la fin, on gagne. Parce que la santé, l'environnement, notre société, la résilience et plus de solidarité, ce n'est pas une option. Une généralité avant de venir sur les questions spécifiques, pour aller dans le sens de Karine, c'est que quand on regarde là les véritables études d'opinion qui sont produites, c'est-à-dire pas simplement sur 400 ou 500 personnes qui répondent, mais les études d'opinion qui sont faites de manière un peu sérieuse, à chaque fois que les gens sont interrogés sur le réchauffement climatique, sur la biodiversité, sur la santé, sur l'environnement, ils placent ça dans leurs priorités. Et pas 20% d'entre nous, mais toujours à des niveaux bien plus importants, 50, 60, 70% d'entre nous. Il y a un miroir déformant qui nous est renvoyé par notre système médiatique qui fait qu'on met à l'actualité des sujets qui ne le sont que pour une petite partie de la population et qui deviennent des sujets sur lesquels tout le monde est obligé de répondre, pas répondre et tout ça. Donc, à nous, et la pétition du plomb l'a fait, de mettre à l'actualité en imposant nos sujets à travers tous les outils dont nous disposons et ne faisons pas d'opposition entre des outils de type pétition, des outils de type manifestation, des outils de type interpellation, consommation citoyenne. Non, faisons tout. Et on ne sait pas par quel bout ça va passer. Mais il y a des choses qui avancent et on n'a pas ratatiné, on n'a pas été éradiqué de ce pays, ni au sein de l'Union européenne. Notre camp, au sens très très large, celles et ceux qui aspirent à un monde plus humaniste, plus écolo, plus social, plus acceptable, plus juste, on est là, on n'a pas disparu et on est une grande force si on est capable de l'actionner collectivement, conjointement pour changer les choses. Sur les questions qui ont été posées, sur les paiements pour services environnementaux ou écosystémiques. Alors c'est un peu technique. C'est l'idée qu'en gros, effectivement, il y a des malproductions et des bonnes productions et qu'il faudrait donc du coup rééquilibrer les choses pour que ce qui est produit et dans des bonnes conditions environnementales ou sociales soit plus valorisé que ce qui est produit dans des mauvaises conditions environnementales ou sociales. Donc pour cela, l'économiste, il a plusieurs outils à sa disposition. Il peut avoir la réglementation, enfin l'économiste, le régulateur, le législateur, mais l'économiste intervient beaucoup trop souvent dans ce débat-là pour dire on peut taxer, ou on peut réglementer, ou on peut finalement introduire de la subvention ou du financement ou du paiement pour ceux qui font le bien,
pour le dire simplement. Et c'est en gros ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux ou écosystémiques. Simplement, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner un exemple, c'est le genre de choses qui a déjà commencé à voir le jour à travers les politiques agricoles, notamment européennes, pose des débats extrêmement compliqués et divise assez fortement dans le monde écolo, pour le dire simplement, les gens qui suivent ces questions-là, parce qu'il peut y avoir des effets retors extrêmement problématiques derrière. Je vais vous donner un seul exemple. Par exemple, vous prenez, et c'est un cas véridique, je crois, au Costa Rica, qui a consisté à considérer qu'il fallait protéger une forêt parce que des producteurs agricoles à proximité avaient besoin de pollinisateurs qui, donc, du coup, étaient dans cette forêt-là, hébergés par la forêt pour leur production agricole. Ils ont changé et donc, du coup, on a donné une valeur à la forêt tenant compte du fait qu'ils jouaient un rôle économique pour la pollinisation de ces productions agricoles-là. Il se trouve que pour des raisons liées aux marchés internationaux, ils ont changé de production. Ils ont pris une production qui n'a plus besoin de pollinisateurs. Et donc, du coup, la conséquence de cela, c'est de considérer que la forêt n'a plus de valeur économique. Et donc, le fait, en fait, de vouloir rémunérer ce qui est bon pour l'environnement, à un moment donné, suppose de compter l'environnement. Et quand on compte l'environnement, eh bien, on réduit. Et on transfigure, on transforme la nature de ce qu'on compte, et on en vient à des situations qui peuvent être paradoxalement extrêmement négatives et problématiques au regard de l'objectif poursuivi. Je ne m'étends pas plus, mais voilà, notamment, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la compensation biodiversité, des choses de ce type-là, et on arrive à des situations qui peuvent être problématiques. Donc, il n'y a pas de problème avec l'idée générale qu'il faudrait effectivement que ce qui est produit dans des bonnes conditions environnementales et sociales soit plus valorisé, mais ça ne passe pas nécessairement uniquement par de la valorisation de marché. Et donc, du coup, il y a plein de débats et il faut voir, il faut être... En tout cas, il n'y a pas de solution unique à la question. Il n'y a pas de dispositif qui viendrait solutionner l'ensemble des sujets. Il faut de la politique fine et de l'utilisation de tous les dispositifs. Donc, du coup, du PSE, pourquoi pas? Mais si ça va avec de la réglementation, si ça va avec de la taxation, et si ça va avec de l'interdiction des productions qui ne sont pas acceptables. À un moment donné, les pesticides, c'est pas on va simplement donner plus d'argent à ceux qui produisent sans pesticides. C'est on interdit toute une série de pesticides progressivement, de manière plus étendue, parce qu'on n'en veut plus. On n'en veut plus pour l'eau, on n'en veut plus pour nos terres, on n'en veut plus pour notre santé, on n'en veut plus pour la santé de nos gamins, on n'en veut plus parce qu'il y a trop de cancers dans ce pays et sur cette planète, et que donc du coup ça passe également par de la réglementation. Sur la concurrence intra-européenne et extra-européenne, je veux redire un mot sur la concurrence sur les effets des accords de libre-échange à l'international. Sur l'intra-européen, bien entendu, on a un problème du point de vue agricole, mais pas uniquement du point de vue agricole, c'est le cas également du point de vue industriel, c'est qu'on a construit un marché commun sans construire l'harmonisation des normes sociales et environnementales. On nous a dit, mais non, ça viendra dans un second temps. Mais vous inquiétez pas, ça va venir, on aura l'harmonisation sociale. Bon, le problème, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, et c'est pas vraiment là encore. Et du coup, oui, il y a de la concurrence intra-européenne, qui conduit à ce qu'il y ait une respatialisation des productions à l'échelle intra-européenne. Il y a eu des délocalisations ou des reterritorialisations massives sur le plan industriel dans l'Est de l'Europe, au détriment de productions industrielles dans des pays historiques européens. Et donc, du coup, on peut le voir comme un effet extrêmement négatif. C'est qu'effectivement, ça a conduit à la désindustrialisation dans bon nombre de régions françaises, mais ça a aussi participé du développement économique d'autres pays en Europe. Le problème, c'est que du coup, il y en a qui ont gagné, mais il y a eu des perdants. Et ces perdants, ça a des effets sociaux, mais ça a aussi des effets politiques. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, vous ne pouvez plus leur raconter l'histoire que l'Union européenne, que la mondialisation, que ça va dans le bon sens, que ça leur amène le bonheur parce que leur pouvoir d'achat a été amélioré à un moment donné. Tout ce qu'on fait, tout ce que je vous ai expliqué au nom du pouvoir d'achat du consommateur, on n'a jamais tenu compte du fait que le consommateur, il pouvait être aussi salarié agricole, il pouvait être aussi salarié d'industrie, salarié d'entreprises qui ont fermé sur nos territoires pour s'installer ailleurs ou pour être mis en concurrence et disparaître. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est quelle politique nous voulons à l'échelle de l'Union européenne. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Karine, c'est que l'échelon aujourd'hui pertinent pour intervenir face aux défis qui sont les nôtres, c'est-à-dire ce monde trumpisé à l'échelle internationale, où on est passé de la mondialisation dite heureuse dans les années 90-2000 à la loi de la jungle et la guerre économique de tous contre tous, et donc du coup la loi du plus fort. Mais face à cela, l'échelon pertinent, c'est l'Union européenne. Par contre,
pas les politiques que mène l'Union européenne à l'heure actuelle. L'Union européenne, aujourd'hui, elle pense la situation comme étant une situation où une parenthèse va se refermer. En gros, Trump va partir et on va revenir à la mondialisation heureuse des années précédentes. Mais ce monde-là, il est fini à jamais. On est rentré dans un monde de confrontation de méga-puissances qui ne trouvent plus leur satisfaction dans le monde actuel et donc une compétition extrêmement féroce entre la Chine et les États-Unis. Et l'Union européenne dit non, nous on peut continuer à ouvrir les marchés, signer des accords de libre-échange et à la fin, tout cela va se refermer et le monde régi par les règles de la mondialisation va revenir. Ce monde-là, il a été fermé, il ne reviendra pas. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quelle politique industrielle, quelle politique agricole, quelle politique sur les services, notamment sur les services numériques, nous voulons pour assurer, non pas notre souveraineté nationale ou souveraineté européenne, mais nous assurer que nous dépendons moins de gens sur lesquels nous n'avons pas de prise. C'est ça la question qui nous est posée. Est-ce que nous voulons dépendre de Donald Trump ou de son successeur aux États-Unis qui a la main sur Visa, Mastercard, qui a la main sur le système monétaire international, qui a la main sur une partie du système commercial mondial? Est-ce que nous voulons dépendre de Pékin qui a la main sur toute une série de productions dont nous avons besoin pour organiser la transition écologique? Non. Donc il faut des politiques à l'échelle de l'Union européenne qui permettent de se sortir de cet étau-là pour développer des productions qui répondent aux besoins qui sont les nôtres. Et ce n'est pas ce que fait l'Union européenne, elle fait tout le contraire en imaginant que le salut viendra en étant toujours plus exposé à ces marchés internationaux. Un autre mot, parce que je l'ai peu exposé, je l'ai peu dit, c'est que ces accords de libre-échange, ils ne posent pas uniquement problème pour les effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur le monde agricole ici en Europe. Avec ces accords de libre-échange, y compris pour rester uniquement sur le monde agricole, nos filières agricoles ont eu des effets délétères sur des filières agricoles vivrières en Afrique de l'Ouest, en Afrique, je l'ai dit un peu avec l'exemple colombien, en Amérique du Sud, et que donc du coup la question c'est est-ce que nous voulons finalement redonner la possibilité aux populations, aux bassins, aux territoires, aux nations éventuellement, aux régions de devenir capables d'assurer leur avenir ou de construire cet avenir-là en le rendant dépendant de ces marchés internationaux sur lesquels nous n'avons pas de prise. Et les seuls qui ont des prises là-dessus, ce sont les entreprises multinationales. Et nous voyons chaque jour combien, en fait, ils décident pour nous. Et nous avons une très grande difficulté à leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas, à savoir juste qu'ils payent leur juste part d'impôt. Donc voilà, c'est la grande question à laquelle on est confronté. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il faut agir et en connectant l'ensemble de nos batailles, non pas en les opposant, non pas en opposant les petits gestes citoyens alternatifs que nous pouvons avoir avec les grandes mobilisations, mais en connectant cela et que donc de notre acte de consommation citoyen à la Biocop ou dans une AMAP ou je ne sais quoi, à la bataille contre le Mercosur ou contre les accords de libre-échange ou contre les politiques néfastes que mène actuellement l'Union européenne, il n'y a pas une dissociation, il n'y a pas une opposition, il y a une continuité d'action et qu'il faut faire de façon solidaire, collective, tous ensemble, pour tenter de desserrer cet étau-là. Et on peut y arriver pour les raisons qu'on a indiquées. On va refaire une petite série de questions. Qui a des petits... Devant. Lève la main, Jean-Luc. Lève la main. Vas-y, prends la question. Oui, bonjour. Je ne vais pas être super optimiste, mais ça vous donnera l'occasion de nous remonter le moral. Mais je constate que, au Salon Primevère, on est très nombreux, on est tous très contents de penser comme on pense et d'avoir bien raison. On est quand même moins nombreux que dans les centres commerciaux de Lyon ou qu'à Euro Disney ou au Puy du Fou. D'autre part, comment on explique qu'on nous dit que la majorité des paysans souhaitent sortir de ce système? Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la FNSEA qui est le syndicat majoritaire. Alors il faudrait démontrer que les élections sont truquées. Et ensuite, une pétition de 2 millions de personnes, c'est une très grosse pétition, je suis bien d'accord, par rapport à la moyenne des pétitions, on va dire. Simplement, il y a 68 millions de Français, dont au moins 50 millions d'adultes, et 2 millions, c'est que 2 millions.
Bon, 2 millions, c'est que 2 millions, mais c'est pas rien. C'est la première fois. Et justement, par rapport à cette loi du plan, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien aussi... alors évidemment, c'est l'acétamipride, c'est un autre pesticide en plus par rapport à la dernière fois, et c'est des productions en plus. C'est les pommiers, les cerisiers. Donc c'est pas que ce qu'il y avait l'année dernière. Et puis c'est aussi toujours cette politique industrielle avec moins de problèmes pour obtenir des autorisations pour les gros élevages, et aussi les méga-bassines et tout ça. Donc tout ça, ça va toujours dans le même sens, y compris au niveau européen, où on déréglemente à tout va. On déréglemente évidemment les pesticides, comme tu l'as dit, avec le paquet Omnibus, là, mais en plus les nouveaux OGM, les nouvelles techniques OGM, où là c'est encore plus avancé, je crois, que le Mercosur. Bon, on peut encore continuer à se bagarrer, je crois qu'il faut continuer à se bagarrer, mais on est un peu dans la panade aussi avec ça. Donc, j'avais rien d'autre de positif. C'est pas grave, on va s'en occuper après. Si ce n'est qu'il y a peut-être des petites actions comme celles qu'on a menées à Christian, tu connais bien, qu'on a menées à Genel, chez BASF, où finalement il y a tout un tas de rebondissements derrière, puisqu'aujourd'hui, BASF a été obligé d'interdire, enfin non seulement ça, mais de détruire tout son stock d'un produit. Bon, il y a les autres. Et puis il y a tout un travail qui s'est enchaîné derrière avec plein d'autres organisations, avec des députés, etc., avec des parlementaires. Donc, et aujourd'hui des plaintes qui sont déposées contre BASF. Bon, c'est vrai que le contexte du plomb, il aide bien, parce que, il y a un contexte favorable à ce genre de choses, mais voilà, je pense qu'il faut, comme tu dis, il faut aller dans tous les sens, de la petite action de consommation perso jusqu'à des mobilisations plus importantes, et c'est tout ça qui va nous faire avancer. Une troisième question. Ouais, Si c'est pour dire que tout est foutu... mais vous avez le droit d'exprimer votre colère, mais on va la canaliser. Non, pas du tout. J'ai juste une remarque sur la pétition sur la loi du plomb, c'est que moi j'ai plusieurs personnes que je connais qui n'ont juste pas réussi à la signer, ça n'a pas marché, le site de l'Assemblée nationale. La nouvelle, là ? Non, l'ancienne. La première où il y a eu 2 millions, et je ne sais pas du tout à quelle ampleur c'est en France, combien de gens n'ont pas pu signer, mais ça se trouve c'est bien plus que ça qu'ont voulu signer, dont une partie n'a pas pu. Voilà, c'est tout. Je vais juste... si vous allez sur le stand des faucheurs volontaires, vous pouvez signer aujourd'hui, pour les 3 jours, la loi du plomb. On est en ligne, on peut signer la loi du plomb. Génial. Est-ce qu'il y a une autre question juste là. Bonjour. A35. Le stand. Donc moi j'avais plutôt une question sur les implications du fait que on veut une société, on veut tous ici une société plus écologique, une écologisation de la société, mais est-ce qu'on comprend tous vraiment les implications que ça entraîne ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon cas, je suis ingénieur dans le domaine de l'informatique. Est-ce qu'il n'y aurait pas des réorientations de métiers à faire ? Par exemple, on parle des grandes multinationales qui sont pourvoyeuses d'emplois. Tous les ingénieurs, les Bac+5, Bac+8 chercheurs qui sont formés, qui sont en fait embauchés dans ces entreprises, est-ce qu'il n'y aurait pas une détertiarisation de la société un peu à faire ? Est-ce qu'on est prêt, on est conscient que ça implique aussi ça, voilà, d'un point de vue de la société ? Merci. Une dernière, comme ça, parce que je vois qu'après il nous reste 20 minutes. Donc Ouais, ici. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur le lien entre le Mercosur et l'agriculture vivrière en Afrique et en Amérique du Sud que vous avez commencé à évoquer, mais du coup, réexpliquer un petit peu les liens. Merci. Il y avait encore une petite question devant. Allez, une toute dernière. Allez-y. Ici, il y a une question. Non, attendez. Le micro arrive. Comme c'est enregistré, on ne va rien entendre. Ouais. Pour essayer de parler de petites initiatives positives, c'est juste une question sur les expérimentations de sécurité sociale d'alimentation, qui sur certains territoires ont bien fonctionné, répondent parfaitement aux objectifs que vous avez affichés depuis le début, une alimentation saine, équilibrée pour tous, avec l'aide de collectivités ou pas. À Lyon, c'est avec l'aide de collectivités. Et un élu de Lyon vient de poser la question au niveau national à l'Assemblée. Est-ce que c'est possible, réaliste, d'avoir un redéploiement plus large de ce type d'initiative locale ? Très bien. Je
commence, ça te va, Maxime, et puis je te laisse... Alors, c'est lié en fait, l'impact de l'écologie, la transition et votre question, monsieur, aussi, sur 2 millions, et puis pourquoi pas plus, et puis pourquoi il y a plus de gens dans les centres commerciaux qu'ici. Alors, j'ai pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix. Et de la même façon qu'on démontrait qu'ils n'ont pas le choix des produits, ils n'ont pas le choix que d'aller au supermarché, ils n'ont pas le choix que des produits qui peuvent s'acheter, etc. Il y a aussi des barrières culturelles. Il y a aussi plein de barrières, en fait, qui font qu'il y a plein de gens à qui on a raconté et qui ont fini par croire qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc, il faut organiser la transition. Si je prends le cas des agriculteurs, je vous invite vraiment à lire Champ de bataille, sur le remembrement et donc de notre super journaliste indépendante lanceuse d'alerte Inès Léraud, qui avait été aussi l'autrice de l'enquête sur les algues vertes. Moi, j'ai appris plein de trucs sur le remembrement, la violence et tout, mais aussi Nicolas Legendre, Silence dans les champs, qui raconte, en fait, qui partage plein de témoignages de familles et d'agriculteurs, agricultrices, notamment en Bretagne, et de la baronnie, c'est-à-dire en fait de la chape de plomb de pouvoir, qui fait qu'en fait, comme on ne propose pas une autre alternative, comme on ne propose pas une transition, comme on ne propose pas de sortir des pesticides de synthèse, qu'on a enfermé la majorité de ces agriculteurs et agricultrices dans un système où en fait ils ont un crédit sur le dos, ils sont dans un cercle vicieux, on les a poussés à prendre des crédits encore plus forts, et autour d'eux, c'est un peu soit tu es avec nous, soit tu es contre nous, et avec des menaces à moitié cachées, et la plupart du temps pas cachées du tout, en fait les gens n'ont pas tellement le choix. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est du coup que chacune, chacun, quand je vous dis qu'on a une guerre culturelle à mener, c'est aussi celle-là. C'est aussi de libérer les paroles autour de soi, c'est aussi de redire que non, consommateurs et agriculteurs ne sont pas à opposer, mais que ce sont bien des citoyens, des citoyennes qui, au fond, quand on leur laisse la possibilité d'avoir le choix, vont dire qu'ils ont envie de la même chose, c'est-à-dire d'une agriculture qui est résiliente, qui n'empoisonne pas ni les sols, ni la santé, qui va permettre aussi de permettre à tout le monde d'accéder à cette alimentation. Vous voyez, c'est pour ça que moi, j'ai ce petit triptyque, là, en ce moment, je ne sais pas s'il va vous parler, mais moi, j'essaie de résumer comme ça. Je me dis, ce qu'on peut proposer à toutes les échelles, et vous avez raison, à toutes les échelles, c'est vraiment de résister au sens, alors Salomé Saké vient juste après, donc elle va vous l'expliquer mieux que moi, mais résister, ça veut dire aussi tenir tête, porter plainte contre Nestlé et Lactalis dans les scandales alimentaires, même quand on est une petite asso de 10, résister en étant sur une pétition loi du plomb, qui encore une fois n'est que l'illustration de ce système beaucoup trop large de pesticides, et il faut là aussi parler du chlordécone et d'autres scandales qui dépassent évidemment notre simple hexagone. Donc résister en dénonçant tout ça, y compris avec les noms, je redis, Annie Genevard, Monsieur Duplon, Arnaud Rousseau, allons-y, que ces gens-là rendent des comptes aussi. Réconcilier, pour qu'on réconcilie justement les contraintes sociales, économiques, culturelles, toutes ces contraintes qui empêchent les gens de bouger individuellement et collectivement, et réinventer. Et pour ça, du coup, j'en viens à la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, petit passage sur les transitions écologiques. Bien sûr que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il est démontré qu'on peut tout à fait nourrir la planète avec de l'agroécologie, avec un système agroécologique. C'est démontré, c'est bon. Il est démontré que si on continue avec le système là, de pesticides de synthèse qui, encore une fois, ne profite qu'à une petite minorité, on va dans le mur. Mais bien sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et que chaque mesure dont on a besoin, y compris interdire tel additif, interdire l'hexane, réduire l'utilisation de cadmium, etc., doit passer par des politiques de transition et un vrai accompagnement des métiers, des filières, des gens. C'est pour ça qu'il faut une volonté politique. Ce n'est pas aux entreprises qu'on va demander ça. Et sur les transitions, la sécurité sociale de l'alimentation, etc., en premier point, les milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises et au système agroalimentaire, d'euros publics qui sont donnés, au moins 48 milliards d'euros, voire l'injuste prix de l'alimentation, sans aucune contrepartie et sans aucun critère de qualité et de durabilité, ni de l'agriculture, ni des produits alimentaires qui sont mis dans les rayons. Ces milliards-là ne devraient plus être donnés à ces entreprises, et certainement pas sans critères, mais venir soutenir les alternatives, et c'est le réinventer, des initiatives locales formidables qui peuvent nous redonner de la démocratie alimentaire. Les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation en sont une.
Je rappelle que ce sont des expérimentations. Et en fait, quand on parle avec les gens qui mènent ces expérimentations, y compris des sociologues qui les étudient pour pouvoir ensuite comme on dit, les répliquer à l'échelle, il faut aussi, bien sûr que moi je pense que c'est tout à fait utilisable et on peut le mettre à l'échelle, mais pas du jour au lendemain non plus. Et donc, ça n'est pas, on en parle beaucoup et c'est super et on le soutient et il faut qu'il y ait plus d'argent public pour venir soutenir ce genre d'initiative. Mais il peut y avoir plein d'autres modèles et moi je suis sûre que vous toutes, vous tous peuvent réinventer 10 000 façons aussi de reprendre le pouvoir sur notre alimentation, sur notre agriculture, sur notre démocratie locale. Il y a des élections par ailleurs qui arrivent, c'est une bonne occasion aussi de reprendre le pouvoir. Et en tout cas de le donner là où on pense que les décisions vont aller plutôt dans le sens de l'intérêt général. Ou de ne pas le perdre. Mais en tout cas, partout, c'est extrêmement utile aussi de se dire, si on veut que les bonnes décisions soient prises dans l'intérêt général, c'est aussi le moment d'avoir certes des contre-pouvoirs citoyens comme nous et vous, mais aussi d'avoir des gens en position de prendre les décisions qui ne vont pas faire n'importe quoi. Et du coup, oui, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est passionnant, c'est hyper intéressant, c'est hyper prometteur, mais il faut aussi donner les moyens d'accompagner ces expérimentations pour justement qu'elles évoluent dans le bon sens et pas que ce soit repris, il y a un petit risque, c'est que ce soit à un moment donné repris politiquement avant qu'on soit prêt et que du coup après ce soit détourné. Donc voilà, il ne faudrait pas que ce soit repris par la grande distribution par exemple. Par rapport aux 2 premières questions de la dernière série, je peux en rajouter plein d'éléments négatifs. Mais c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut sombrer dans la déprime? Est-ce qu'on veut sombrer dans la morosité générale? Finalement, on est en train de tout perdre et on n'arrive à rien? Ou est-ce qu'on essaie de se soigner ensemble, de prendre soin les uns des autres et aussi de ne pas être toujours dans l'affect négatif consistant à être au-delà de la simple lucidité à laquelle nous proposait Karine au début. C'est-à-dire, moi je fais partie, je suis de la même école que Karine, il faut regarder les choses de façon lucide, froide, là où on en est. Et effectivement, c'est pas beau. Et effectivement, c'est de nature, et j'en prends mon compte trop souvent en ce moment, à être morose, déprimé, et ne pas voir la fin du tunnel et à se dire, mais purée. Moi, j'ai commencé à militer à la fin des années 90, avec le début du mouvement altermondialiste. On était convaincus qu'on portait quelque chose qui allait à un moment donné avoir un effet politique systémique majeur. Et en 2026, 26 ans après, bon, voilà. Mais en même temps, on n'a pas perdu, on n'est pas ratatiné, on n'a pas été éradiqué. Et il y a des batailles sur lesquelles on devient majoritaire. À la fin des années 90, nous, quand on bataille sur la mondialisation, on nous ricane sur toutes les radios, toutes les télés, tous les médias, on nous prend pour des fous. Quand on dit qu'il faut de la relocalisation, qu'il faut protéger, qu'il faut ne pas donner tout pouvoir au marché, aux entreprises multinationales. Aujourd'hui, la majorité de la population est derrière nous, ce constat général. Pas derrière toutes nos propositions, mais derrière le constat général. La question, c'est est-ce qu'on travaille avec ça ? Ou est-ce qu'on déprime? Est-ce qu'on essaye de porter quelque chose qui nous permette de résoudre cette situation-là? Ou est-ce qu'on regarde uniquement ce qui nous affecte négativement? Je vais vous donner un exemple parce que dans ma courte existence, j'ai eu l'occasion de rencontrer les militants bataillant pour les droits de l'homme et la démocratie en Tunisie à de très nombreuses reprises. Avant la Révolution, et je ne vais pas parler de l'après et tout ça, avant la Révolution, ils nous disaient mais il ne se passe rien dans ce pays, on s'aime, on fait des trucs et tout ça, il ne se passe rien. Et le jour de la Révolution, ils nous ont dit tout ce qu'on a semé pendant 20 ans n'avait pas été éradiqué. Tout ce qu'on a semé pendant 20 ans, c'est-à-dire ce qu'ils avaient semé 20 ans auparavant, a germé le temps de cette révolution-là. Alors je ne sais pas si c'est ça qui va nous arriver, mais ce que nous faisons, c'est jamais vain. C'est toujours la promesse d'un futur et d'une transformation future. Donc continuons à le faire. Moi, je suis économiste pour parler de la SSA. La SSA, si je l'étends à l'échelle, il faut que je trouve 150 milliards d'euros. Mais un économiste, il vous dira, mais vous êtes fou. Mais vous êtes complètement fou d'imaginer qu'on puisse avoir une sécurité sociale de l'alimentation, une nouvelle branche de la sécurité sociale, alors qu'on se fait attaquer toutes les branches existantes, alors qu'on cherche de l'argent, alors qu'on pourrait... Mais ces mêmes économistes-là,
Quand on leur a parlé de la... Bon, c'était pas les mêmes, mais je suis persuadé qu'il y avait les mêmes. Quand on a mis en œuvre la sécurité sociale tout court, s'ils avaient été là et qu'on leur avait dit, dans 80 ans, ce sera 800 milliards d'euros. Mais vous êtes fous, c'est pas possible. Donc, laissons pas la parole aux économistes. Oui, ça pose des questions extrêmement problématiques de passer au niveau, la SSA. Et par ailleurs, les expérimentations actuelles, elles sont extrêmement contradictoires, avec les pouvoirs publics, sans et tout ça. Enfin, mais expérimentons, faisons-le. Plaçons-nous dans tous les interstices dans lesquels nous pouvons rentrer pour inventer, pour créer, pour développer, pour défendre, pour soutenir, pour faire en sorte que nous ne disparissions pas. Oui, il faut résister. Moi, j'ai grandi à la fin des années 90 avec un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelait « Résister, c'est créer ». Miguel Benassayag et Florence Aubenas, ou Aubenas, avant qu'elle soit connue. Ben oui, c'était ça. Résister, c'est créer, parce que les deux sont conjoints. Donc oui, on résiste contre la mondialisation et on invente des alternatives. Et on développe nos propositions. Et donc oui, il y a des questions magistrales qui sont derrière ça. La question que vous posez, monsieur, comment on fait transiter des entreprises multinationales, notre système éducatif, la promesse qu'on a fait à des millions de jeunes qu'ils allaient bien gagner leur vie et pouvoir aller au ski et à la mer tous les étés, tranquillement, sans se soucier de l'avenir du monde. Oui, ça pose une question gigantesque. Ça pose une question gigantesque. Chaque fois qu'on y réfléchit, chaque fois qu'on y touche, nous, à la fin, après la COP21 en 2015, on a publié un rapport sur les transitions et l'emploi. En faisant des calculs avec les éléments qu'on avait. Bon, on montrait que, globalement, on pouvait imaginer un monde, effectivement, où la prise en compte de tous nos idéaux en matière agricole, en matière climatique, environnementale et tout cela, ça pouvait in fine créer des emplois. Mais aller dire à quelqu'un qui travaille dans une grande multinationale des énergies fossiles, eh bien demain tu vas devenir paysan dans les monts du Lyonnais. C'est compliqué, oui. Et on ne peut pas leur dire ça aux gens. Donc penser les transitions, c'est un défi massif, majeur, compliqué. Mais ça, on le fera avec les syndicats, on le fera avec les représentants du personnel, on le fera avec le personnel lui-même. C'est immense. Et quand on a quelque chose d'immense devant soi, pour celles et ceux qui font un peu de montagne ici, peut-être du surf, je ne sais pas, en tout cas de la montagne, que ce soit à vélo, à pied ou en courant, soit vous regardez le sommet et vous dites « Oh, je vais en baver », ou soit vous regardez juste la prochaine étape, le prochain kilomètre, les prochains 100 mètres, le prochain pas. Et là, le prochain pas, en fait, il est faisable. Le prochain pas, il est toujours faisable. Et le prochain pas jusqu'au sommet, il est faisable. Et donc la proposition, c'est ça, c'est garder un horizon. Oui, on sait où on veut aller. Et les transformations qu'on veut produire, auxquelles on veut aboutir, elles sont majeures, elles sont très très importantes, très significatives. Mais la proposition pour notre agir du quotidien, c'est juste de regarder le prochain pas. Et juste de le faire. Et donc celles et ceux qui ont bifurqué à l'AgroParisTech, celles et ceux qui bifurquent aujourd'hui dans les grandes écoles, moi j'en suis issu, je l'ai fait bifurquer tout seul, sans rien dire, dans mon coin, j'étais tout seul dans mon école, bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Bon. Et maintenant ils le font, ça fait un peu plus de bruit. Il y a réellement des entreprises multinationales qui se sont posées des questions, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc du coup, voilà, à tous les étages. Et surtout, ne nous lamentons pas, ne disparaissons pas dans notre discours. Restons là, fermement sur nos positions, défendons-les et faisons en sorte que nous ne disparissions pas ni dans les propositions alternatives, ni dans les expérimentations, mais pas plus dans le discours public ou dans le discours avec nos voisins, dans la famille et tout cela. Et c'est très difficile. C'est très très difficile, je le sais. Je le sais. C'est très très difficile, j'habite dans une petite commune, de lutter contre le discours xénophobe, nationaliste qui est en train de nous envahir. C'est au quotidien, c'est horrible, c'est compliqué. Mais si on se serre les coudes, si on prend soin les uns des autres, ça sera moins difficile. Et si on fait vivre nos trucs, eh bien on ne va pas disparaître. Et on sera là pour enfoncer des coins chaque fois qu'on le peut et chaque fois qu'on peut gagner des batailles et qu'on peut résister et avancer. Oui, on pourra toujours rajouter plein d'éléments négatifs sur la situation, mais si on garde cet ethos-là, cette envie-là, collectivement, on sortira
avec plus de force et on avancera juste le pas d'après qui nous permettra d'avancer vers ce monde meilleur auquel on aspire. J'adore parce que d'habitude c'est moi qui fais ça, donc là je me sens moins seul avec Maxime à côté. Et bon, on est à Lyon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a qui font du surf ici. Bon, parce qu'en surf, la petite métaphore, c'est que quand on monte sur la planche, si on regarde ses pieds, on se casse la gueule immédiatement. Mais du coup, si on regarde où on veut aller, bah, le corps, il fait qu'il s'adapte tout seul et du coup, on y va. Donc c'est ça aussi l'espoir de regardons où on a envie d'aller et vous allez voir qu'on va faire corps et qu'on va y aller. Et en tout cas, il y a un truc, j'espère qu'on vous a redonné un peu d'espoir. Ouais, à peu près, ouais. C'est pas fini. Alors moi, je me suis cassé la tête dans la 3e partie à faire pas que du foodwatch et à essayer d'aller choper des exemples de comment on peut résister, de comment des mobilisations citoyennes, sociales, elles ont toujours commencé à des endroits où, comme le disait Maxime, ça paraissait impossible. Ben, on y est arrivé, en fait. D'accord ? Donc, c'est pas qu'on va pas lâcher, c'est que c'est là qu'on veut aller, c'est là qu'on va, point. Et ça mettra le temps que ça veut. Et les jours où moi, je doute un peu aussi, je me dis, waouh, il n'arrive pas quand même avec une loi du plomb numéro 2, l'autre là. Vous savez ce que je me dis ? Je me dis non seulement je sais au fond qu'on va y arriver parce que historiquement c'est ça qui se passe et que bien sûr qu'on est du bon côté de l'histoire, mais en plus on va quand même pas leur faire le cadeau de les laisser faire sans rien dire, sans se mettre debout sur la route, sur leur route et créer notre route à nous. On ne va pas leur faire ce cadeau-là, d'accord ? Donc du coup, il y a eu, vous savez, on se lève et on se casse. Bon, ça c'est toujours d'actualité. Mais maintenant, il y a on se lève et on casse cette impunité. On casse ce système. Et en tout cas, on casse le silence. Mais on est là, on est debout, on a des trucs à dire, on va faire entendre notre voix, ok ? C'est parti. Merci. Alors, vite fait. Et puisque la bataille Mercosur se poursuit, si vous voulez laisser vos coordonnées, j'ai une feuille, vous mettez vos mails et je vous tiendrai informé de la suite de la bataille. Ce que je propose, donc, merci beaucoup Karine, donc, merci Maxime. Donc là maintenant, on va sortir de la salle et on va pouvoir se retrouver à l'Atrium qui est juste à côté, où Karine va pouvoir dédicacer son livre et échanger encore avec vous. Et puis Maxime, tu peux mettre ton petit papier pour récupérer les adresses, les coordonnées. Merci. Je redis juste merci à vous, parce que c'est bien, ça marche quand on est aussi ensemble et qu'il y a des questions qui est riche comme ce que vous avez posé. Merci à vous. Je vous rappelle le don. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a toujours des caisses de dons un peu de partout. Et puis, signer la pétition contre la loi du plomb sur le stand des faucheurs. Ce n'est pas un robot, c'est simplement l'ordinateur.